Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Il est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, mais ce n'est pas pour cela que vous le connaissez. Le grand public a découvert son nom et son visage lorsqu'il a pris bénévolement la présidence de la Ligue nationale de football, présidence qu'il a assurée pendant 14 ans. Alors évidemment, on aurait pu s'attendre à ce qu'il arrive dans cette émission avec un dictionnaire amoureux du football. Eh bien non, pas du tout, car il aime être là où on ne l'attend pas. C'est avec un dictionnaire amoureux de la montagne que j'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP Frédéric Thiriet. Frédéric, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ça vous plaît ça, hein, de ne pas être là où on vous attend? Ah, j'adore être là où on ne m'attend pas. De toute façon, dans la vie, on a plusieurs passions. On ne fait pas qu'une chose. Ouais. C'est un des secrets du bonheur, non? Oui, carrément. On n'est pas unidimensionnel, on n'a pas une étiquette. Vous savez, moi, je dis souvent à mes élèves, le postier qui vous amène le courrier le matin, vous le voyez en postier, si ça se trouve, le soir, il joue de la clarinette dans un orchestre de jazz. On est plusieurs personnes à la fois. Vous donnez des cours? Ah, j'ai enseigné longtemps, oui, à Sciences Po, Ouais. normal, parce que j'ai fait à Sciences Po, et un peu à l'ENA aussi. Et donc, Alors, c'est vrai que vous êtes énarque et votre métier premier, c'est avocat. Je viens de le dire, avocat au Conseil d'État, à la Cour de cassation. Je suis devenu avocat sur le tard. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant, Frédéric? J'ai fait l'ENA, donc j'étais haut fonctionnaire, j'étais Oui. passionné par l'administration. J'ai servi 15 ans l'État, j'espère bien. En tout cas, j'ai pris beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. J'ai eu des fonctions très diverses dans les cabinets ministériels, à l'outre-mer. Et puis après, vers 40 ans, j'ai eu le hasard, encore une fois, de la vie. Je suis devenu avocat au Conseil d'État, parce qu'on est venu me chercher pour me dire « Tiens, tu devrais devenir avocat ». Ça consiste Au début, en j'ai dit quoi, non. Puis... d'être avocat au Conseil d'État? Expliquez-nous. D'abord, quand on aime le droit, ce qui est mon cas, puisque quand j'ai quitté l'ENA, quand je suis sorti de l'ENA, je suis rentré au Conseil d'État, mais comme membre du Conseil d'État, oui. donc rapporteur, puis ce qu'on appelait commissaire du gouvernement. Donc j'ai toujours aimé le droit. Et avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, on fait du droit. Voilà, on ne fait pas des affaires, on ne fait pas du pénal, on ne fait pas des effets de manche, on fait du droit. Et j'aime ça. C'est mon métier. Il y a quelque chose d'assez austère, hein, en tout cas vu de l'extérieur, parce que c'est certainement riche et passionnant une fois qu'on est dans la matière, évidemment. Ça a l'air austère, ça ne l'est pas du tout. Contrairement à ce que les gens pensent souvent, nous plaidons. Alors, on dit souvent, mais les avocats au Conseil d'État ne plaident pas. Ça n'est pas vrai. Moi, j'ai plaidé, par exemple, rien que 3 fois cette semaine, mais à l'oral. Et j'adore ça. En fait, on est des avocats, comme les autres avocats. Le sens de la justice ou le sens de la défense, c'est quelque chose qu'on a en soi depuis tout petit? Vous, petit, vous étiez déjà comme ça tout petit. Engagé? J'ai toujours été engagé. Dès l'âge de 13 ans, j'avais décidé ce que je voulais faire. D'accord. Je voulais faire l'ENA pour être haut fonctionnaire. À 16 ans, je me suis engagé en politique. J'étais militant, pour tout vous dire, à l'extrême gauche. Ah oui. Ouais. Au PSU, à l'époque, avec Michel Rocard, à l'âge de 16 ans. Et donc, je me suis toujours engagé pour, disons, une société un tout petit peu plus juste, un peu plus humaine. Et tous mes engagements associatifs, finalement, découlent un peu de ça. C'est essayer de faire que le monde soit un tout petit peu meilleur que ce qu'il est. Mais alors, ça veut dire quoi? Que vous étiez dans une famille qui était déjà teintée de cette manière-là? Vos parents aussi étaient engagés? Vos parents aussi étaient politisés? Ils faisaient quoi, vos parents? Pas du tout. Mon père était médecin, pédiatre. Ma mère était chanteuse. Non pas chanteuse lyrique, mais chanteuse de variété, auteur, compositeur, interprète de variété, qui a eu pas mal de succès dans les années 60. C'était quoi son nom Elle avait un nom de scène? Elle s'appelait Christine Fontane. D'accord. Et elle a eu le Grand Prix du disque. Elle a chanté à l'Olympia. Quand j'étais adolescent, j'allais l'écouter à l'Olympia. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis mais vous êtes chanteur vous-même. Chanteur moi-même. Ouais. Alors pas de variété, mais lyrique. Cette fois-ci. J'étais sur scène il y a 2 jours au Théâtre des Variétés où je participais à un très joli opéra qui s'appelle L'Élixir d'amour de Donizetti avec une compagnie que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Voix Concertantes. On a eu bon, c'est pas très modeste que je dis, mais beaucoup de succès au Théâtre des Variétés il y a 2 jours. Vous êtes ténor? Baryton? Non, baryton. Baryton. baryton basse, baryton. Vous me voyez venir gros comme une maison, là, Frédéric. Ben si, vous lisez dans mes yeux, là. Alors, vous m'annoncez que vous êtes baryton. Vous venez de chanter un gros succès au Théâtre des Variétés. Vous voulez pas nous fredonner quelque chose? Ah, ça y est, j'en étais sûr. Non.
Comment ça? Non, je croyais que non. vous étiez quelqu'un d'engagé. Non. Mais par contre, mon prochain spectacle, qui devrait être un Offenbach, parce que j'appartiens aussi à une troupe qui s'appelle les Tréteaux Lyriques, qui joue du Offenbach. Et donc, on est en train de préparer, pour la fin de l'année, Le Voyage dans la Lune d'Offenbach, qui est une pièce qui est très drôle, pas très connue, mais extrêmement drôle. Et là, je vous promets que je vous ferai quelque chose. D'accord. En tout cas, je vous inviterai. C'est très aimable. En tout cas, nous prenons date et rendez-vous. Alors, on est encore assez loin du dictionnaire amoureux de la montagne, et puis on ne va pas s'en approcher tout de suite. C'est vrai que quand j'ai dit, moi, autour de moi, dans ma famille, à la rédaction de KTO, tiens, prochain VIP, c'est Frédéric Thirier, j'ai vu les yeux des garçons s'illuminer. Les filles, moins, pour être tout à fait honnête, mais tout le monde savait chez les hommes... C'est très dommage, ça. Je suis désolée pour vous. Mais tout de suite, c'est dit, oui, le patron du football, patron bénévole pendant 14 ans. C'était quoi cet engagement-là? Qu'est-ce qu'il y avait dessous? Pourquoi vous y êtes allé? Pourquoi vous avez dit oui, et aussi longtemps en plus? Mais d'abord, c'est les hasards de la vie. Vous savez, moi, je n'ai jamais, à part quand j'ai décidé, quand j'étais en classe de 3e, de tenter l'ENA, je n'ai jamais fait de plan de carrière. Je suis entré dans le foot comme bénévole pour rendre service, parce qu'à l'époque, la fédération me disait « Oh là là, il y a de plus en plus d'aspects juridiques dans le droit, il faut que tu viennes nous aider. » Donc j'ai participé à des commissions juridiques, des commissions de discipline. Et puis de fil en aiguille, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé d'abord à la fédération, puis à la Ligue professionnelle, et puis à la Ligue professionnelle, au bureau de la Ligue professionnelle. Et puis après, les présidents m'ont dit il faut que tu sois notre président. Donc je suis devenu... Mais encore une fois, c'est les circonstances et le hasard. Et un engagement, au départ, moi, je n'avais pas du tout l'intention de faire carrière dans le football. Ce n'est pas mon truc. C'était juste une passion. Et puis, comme ça a plutôt bien marché, je suis resté 14 ans président. Je crois que c'est le record, d'ailleurs. De longévité. Je crois que c'est le record de longévité. Et j'ai eu beaucoup de moments de bonheur, franchement. Beaucoup de satisfaction, beaucoup de problèmes aussi, parce que c'est un milieu très difficile, très conservateur, explosif, parce qu'il y a les enjeux sportifs d'un côté qui sont très importants quand même à ce niveau-là de compétition, c'est-à-dire Ligue 1, Ligue 2. Les enjeux financiers aussi. Et les enjeux, et les enjeux économiques. Et donc ce mélange entre l'enjeu sportif et l'enjeu économique donne un truc explosif. Donc il faut en permanence faire très attention à garder un peu de distance, à être un peu au-dessus de la mêlée pour donner une ligne un peu, je dirais, d'intégrité et de calme. Et je crois que c'est pour ça qu'ils m'ont choisi. Au bout de 14 ans, j'ai estimé que j'avais fait mon temps et qu'il fallait donner la place à des nouveaux. Alors, de quoi vous êtes fier dans ces 14 années? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire passer? Ce que vous nous dites, c'est un milieu très conservateur. Il y a beaucoup de choses que vous avez tentées qui ne sont pas passées. De quoi vous êtes fier? Qu'est-ce que vous avez réussi? Oh, je ne veux pas être immodeste. Non, mais après, je vais vous demander de quoi vous n'êtes pas fier et qu'est-ce que vous avez raté. Donc, allez-y. Bon, je pense d'abord qu'au niveau de l'éthique, je pense avoir contribué à ce que le football professionnel ait un peu une meilleure image que ce qu'il n'avait jusqu'à présent, côté intégrité. Je parle des dirigeants. Et puis surtout, mais ça c'est les chiffres, j'ai travaillé beaucoup sur les droits télé du foot pour améliorer les ressources. Triplé, je crois, les droits télé. Oui, j'ai triplé les recettes. Je constate que, j'espère que ça n'est pas fini, puisque pour le prochain appel d'offres, je regarde un peu toujours ça, parce que ça m'intéresse. Les choses se présentent plutôt bien, puisque la concurrence a l'air assez rude. Donc voilà, je pense que les clubs ont davantage de moyens. Le foot français a un peu monté de niveau au niveau européen. C'était ça mon objectif. Bon, après, je n'ai pas tout réussi. Loin de là. Qu'est-ce que vous avez raté? Il y a un truc qui vous énerve, là, que vous n'avez pas réussi à faire passer? Ah oui, il y a un truc qui m'énervait, c'est que j'ai toujours pensé que la France n'avait pas suffisamment de moyens pour avoir une première division à 20 clubs et qu'il fallait être à 18 clubs. Très vite, je me suis rendu compte, quand j'ai été élu président, que je n'y arriverais pas. Parce que autant c'est facile de passer de 18 à 20 clubs, ça fait 2 heureux, autant c'est très compliqué de revenir en arrière, de passer de 20 à 18, ça fait 2 malheureux. Plus ceux qui pensent qu'ils peuvent être dans les deux, qui disparaîtront. Donc ça n'est pas passé. Donc je me suis dit, il faut quand même sécuriser un peu les clubs, parce que chaque année, vous savez, on a dans le foot 3 montées et 3 descentes.
ce qui est considérable. Genre, je suis bien placée pour le savoir, parce que moi, j'ai une équipe que je soutiens qui s'appelle le DFCO, qui est l'équipe de Dijon. Et alors, Ligue 1, Ligue 2, voilà, on connaît. On fait l'ascenseur. On fait l'ascenseur. On fait l'ascenseur. Donc, tous ces clubs qui font l'ascenseur... Bah, financièrement, c'est compliqué aussi. Hein. Non, mais c'est extrêmement difficile financièrement, c'est très angoissant pour les dirigeants, et surtout, c'est dissuasif pour les investisseurs. Ouais. Parce que comment allez-vous mettre de l'argent dans un stade ou dans une équipe si vous vous dites que l'an prochain, vous pouvez vous retrouver en deuxième division. Voilà. Donc, c'est un problème. Alors, j'ai essayé de trouver un compromis, de dire, bon, ce qu'on va faire, c'est, au lieu d'avoir chaque fois 3 montées, 3 descentes, c'est-à-dire, c'est beaucoup, hein, 3 montées sur 20, ça fait beaucoup de centres menacés. On va faire 2 et 2. Tout le monde semblait d'accord, en tout cas dans le monde professionnel. Et puis, ça n'a pas... Et puis, c'est pas passé. C'est pas passé, parce que le conservatisme est tel dans ce milieu que il vaut mieux, en fait, ne rien faire que faire avancer les choses. Et il y a un autre dossier dont je suis content, j'aurais dû vous le dire, c'est la vidéo. Ah oui, la vidéo sur Parce que pendant ça les a matchs. été une grande souffrance pour moi, la vidéo. J'ai toujours été un partisan de la vidéo dans le foot, depuis 15 ans. Je me suis battu pour ça, je suis allé plaider pour la vidéo à la FIFA, à ce qu'on appelle l'International Board, pour dire il faut faire la vidéo dans le football, le rugby le fait, il n'y a pas de raison qu'on soit en retard, etc. Je me suis fait, mais alors traité atrocement par tous les dirigeants de l'époque, qu'ils soient à la FIFA ou à l'UEFA, même par mon ami Michel Platini, qui me dit « mais tu es fou, jamais, il n'y aura jamais la vidéo dans le football. Tant que je serai en vie, il n'y aura jamais la vidéo dans le football, me dit-il. » La suite vous a donné raison quand même. Et finalement, hier je l'avais dit, quand la FIFA m'a dit non à la vidéo, j'ai fait une interview où j'étais très en colère. J'ai dit, vous savez, de toute façon, c'est comme la querelle des anciens et des modernes. Ça dure longtemps, mais à la fin, c'est toujours les modernes qui gagnent. Eh bien, les modernes ont gagné. Maintenant, la vidéo, c'est fait. Ça, je suis super content. Alors, vous avez poussé un gros coup de gueule, hein, Frédéric Thiriet, avec un livre qui est paru au Cherche Midi. Le foot mérite mieux que ça. Ça, c'est fait. Salaire, violence, racisme, dopage, match truqué. L'avocat qui est en vous, cet ardent défenseur, cet homme engagé, a eu besoin un peu de mettre les points sur le i. Alors, comme vous le dites très bien en 4e de couverture, tout le monde veut faire le procès du football, alors j'ai décidé de l'instruire à charge et à décharge. Juge et partie. Mais en même temps, qui d'autre que vous pouvez l'instruire, ce procès? Bon, quand je dis à charge et à décharge, je ne nie pas dans le livre qu'il y a des problèmes dans le foot, hein, que ce soit en termes d'argent, etc., même de dopage, et surtout la violence, qui a été un de mes grands combats, hein, la violence, le hooliganisme, les incivilités dans le foot. Mais c'est surtout un plaidoyer pour le football, pour essayer de détruire un peu les idées reçues négatives et montrer un peu les côtés positifs tout de même du football. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le premier instrument, le premier créateur de lien social dans notre pays, c'est le football. C'est le football, c'est le sport en général, mais le plus populaire d'entre eux, c'est le football. Oui, le sport national, c'est le football. Bon, mais sincèrement, je pense que sans le football, beaucoup de banlieues seraient à feu et à sang et dans un état bien pire qu'elles ne sont aujourd'hui. Donc, il faut rendre au sport et au football en particulier cette justice. C'est aussi un élément créateur d'ascenseur social, d'intégration, d'apprentissage de valeurs qui sont peut-être un peu passées de mode aujourd'hui. De valeurs, reparlez-moi de sextape, reparlez-moi de joueurs qui refusent de sortir d'un bus pour aller jouer, reparlez-moi de... Enfin voilà. Mais ces dérives-là... C'est marrant, c'est pas aux valeurs que je pense en premier, moi, quand on parle de football. Ces dérives-là, il faut les dénoncer. D'ailleurs, je l'ai fait. Hein, j'ai pris parti, on me l'a suffisamment reproché, d'ailleurs, au moment de cette affaire de sextape. Non, ce que je veux dire, c'est que le football peut essayer... par sa notoriété, il y a quand même 2 500 000 pratiquants maintenant, et de plus en plus de femmes d'ailleurs, heureusement. L'équipe de France féminine, on entend parler. De plus en plus de femmes, et j'ai souvent dit que dans le football, la femme aussi est l'avenir de l'homme. D'ailleurs, votre successeur est une femme, Mon à la tête successeur de la est une Ligue femme, nationale de exactement, football. et j'en suis très très heureux, et je l'ai beaucoup soutenu. Non, je pense que le football peut être un moyen formidable, avec d'autres sports, de rappeler quelques valeurs basiques auxquelles on ne pense plus aujourd'hui, des choses aussi simples que l'effort, se lever le matin, le travail, la discipline, la solidarité de l'équipe, le respect de l'autre,
qui soit, quelle que soit sa couleur de peau, ses opinions politiques ou religieuses, le respect de l'autre et la fraternité. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai monté cette expédition dans l'Himalaya, dont je parle dans le livre... Alors c'est une expédition où Frédéric Thiriet a emmené des jeunes de banlieue faire un sommet, truc totalement improbable, et qui a été une réussite totale. On va en reparler un petit peu plus tard peut-être. Oui, j'ai eu cette idée avec mon ami himalayiste Marc Battard, le français, le sprinter de l'Everest, qui est de dire, au fond, faisons quelque chose pour cette jeunesse qui est désespérée. Alors, c'est une micro-action, comme disent les sociologues. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 11 jeunes, dont, garçons, filles, de banlieue, nord, sud, de Paris, ayant des problèmes d'insertion. On les a préparés pendant 6 mois, sélectionnés soigneusement, avec des travailleurs sociaux, etc. Et on les a emmenés au Népal, tout près de l'Everest, sur un sommet, qui n'est pas un très haut sommet, il s'appelle le Kalapatar, il est à 5600 mètres. Mais ces jeunes n'avaient jamais, pour la plupart, jamais vu la montagne ni la neige. Et sur 11, c'était une équipe de foot, c'était une symbolique quand même forte. Et sur 11, 8 ont fait le sommet avec nous, et j'en suis très heureux, ils sont revenus. On s'est occupé d'eux pendant 1 an, et la plupart ont retrouvé un travail, alors qu'ils étaient vraiment avec des gros problèmes d'insertion sociale avant. Ça a été une expérience fondatrice dans leur vie. Ah, mais je peux vous dire que pour les avoir vus avant et après, ils étaient totalement transformés. Ça n'était plus les mêmes. Ils s'étaient dépassés eux-mêmes, ils s'étaient prouvés eux-mêmes qu'ils étaient capables de faire quelque chose de grand et de difficile. Parce que c'était, pour eux, grand et difficile. Même 5600 mètres, on a fait 5000 mètres de dénivelé positif quand même en 15 jours. Le sommet, on l'a atteint par moins 20 degrés et un vent de 100 km/h. Je peux vous dire, quand on s'est embrassés à ce moment-là, tous, c'était un grand moment de bonheur. Mais surtout après, ce qui m'importe, c'est la réussite sur le plan de l'insertion. C'est-à-dire que pratiquement tous ont trouvé un travail. Et je me dis que c'est peut-être la chose finalement la plus utile que j'ai faite dans ma vie. Alors Mais un micro-problème. Vous parliez des valeurs du foot, et en vous écoutant parler des valeurs du football, je me suis dit que c'était les mêmes valeurs que la montagne, la solidarité, la fraternité, mais c'est le sympa goût de ce que vous dites, l'effort. parce que c'est exactement le thème de cette expédition. Cette expédition avait pour but de montrer les valeurs communes du foot et de la montagne, de l'alpinisme. C'est d'ailleurs pour ça que, et je les remercie, les grandes familles du foot nous ont aidés à trouver de l'argent pour pouvoir monter l'expédition, car ça coûte quand même un peu d'argent, une expédition comme ça, pour emmener 11 jeunes. Et on a eu le parrainage d'Emmanuel Petit, champion du monde. Qu'on a eu dans cette émission il y a quelques années, qui est un homme extrêmement généreux et sympathique. C'est un type formidable, Emmanuel. Avec un cerveau en plus. Oui, mais... Là, vous êtes en train de dire que c'est rare que les footballeurs aient des cerveaux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Je vous taquine. Non, mais c'est vrai, Emmanuel est un grand monsieur. C'est un grand bonhomme. Il était le parrain de notre expédition qui s'appelait Foot Fraternité et qui voulait justement montrer ces valeurs communes, notamment la solidarité. Solidarité de la cordée. On vit ensemble, on meurt ensemble. Rappelez-vous, c'était la devise de l'équipe de France en 98. Qui est une devise de montagnard à la base. Mais parce que la cordée, c'est on vit ensemble, on meurt ensemble. Si je tombe, tu tombes. Ma vie dépend de la tienne. Ouais. Enfin, si tu tombes, je peux aussi te rattraper éventuellement. Voilà. Il y a aussi ça. Oui, il n'y a pas qu'on meurt, on vit ensemble. Il y en a qui en sont morts d'ailleurs de ces cordées. Voilà, ça, d'ailleurs, un grand débat de montagne, la corde a été un grand débat au début de l'alpinisme. Fallait-il ou pas prendre la corde? C'est dangereux. Voilà. Alors, dans cette émission, nous avons une séquence citation. Je vous ai demandé, Frédéric, de préparer une citation. Je vous laisse vous concentrer. Séquence citation. Alors, il y en a une qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, elle me plaît tellement que je l'ai mise sur la page de garde de mon dictionnaire amoureux de la montagne. Oui. C'était un proverbe chinois qui dit « Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper. » Fin de citation. Alors, je trouve ça très beau parce que d'abord, c'est vrai en montagne et c'est vrai dans la vie. C'est vrai en montagne, autrement dit, c'est vrai techniquement. C'est-à-dire que le plus grand danger en montagne, c'est pas la montée, c'est pas l'escalade, c'est la descente.
Les 2/3 des accidents en montagne se produisent à la descente. Pourquoi? Parce qu'on a atteint le sommet, on est content, on se relâche. Eh bien non, justement pas. Arriver au sommet, ça n'est que la moitié de la course. Voilà, donc ce proverbe chinois, qui est quand même très ancien, est vrai pour les alpinistes, mais surtout il est vrai dans la vie. Ça veut dire, pour moi, ne t'arrête jamais. L'important n'est pas le but que tu poursuis, c'est le chemin. Il faut marcher. Ce n'est pas l'objectif qui compte, ce n'est pas le sommet. Il faut avancer. La marche est plus importante que le sommet. Alors, dans la vie. Ça fait écho avec... je sais que vous aimez beaucoup Sylvain Tesson, qui est déjà venu au moins 3 fois dans cette émission, qui est vraiment un ami de VIP. Et j'ai lu, je ne sais pas si vous avez lu les 2 derniers livres de Sylvain Tesson. Voilà. J'ai lu tous les livres de Sylvain, qui est vraiment mon idole littéraire. Et dans son dernier livre, qui s'appelle Une très légère oscillation, qui est son journal de 2014 à aujourd'hui, donc dans ce journal, il y a son fameux accident qu'il a eu en escaladant le chalet de Jean-Christophe Ruffin. Voilà, dont il aurait dû mourir, mais dont il s'est quand même pas mal remis. Toujours est-il que dans ce livre, Sylvain Tesson parle de vivre à la verticale de soi. Et moi, ça me travaille depuis que je l'ai lu, cette phrase-là, vivre à la verticale de soi. Et je trouvais que ça allait bien aux alpinistes, vos amis qui vivaient en verticalité sur ces parois, sur ces montagnes, ces cathédrales de pierre, d'ailleurs, comme vous dites dans votre dictionnaire amoureux, Frédéric Thirier. Et je me demandais si ça vous parlait, cette citation, vivre à la verticale de soi. Il a raison, Sylvain Tesson. C'est intérieur aussi. Et il rejoint ce que dit un autre auteur de montagne que j'aime beaucoup et dont je parle dans mon livre, qui est Samy Vell. Oui, que vous citez souvent, Samy Vell. On se pose toujours la question du pourquoi. Mais pourquoi est-ce qu'on va aller souffrir là-haut? Parce que c'est quand même dur, hein, c'est un effort. L'escalade, même la randonnée en montagne peut être difficile, etc. Pourquoi on va souffrir là-haut, risquer des blessures, des gelures, la mort aussi. Même, parce qu'il y a beaucoup de morts dans votre dictionnaire. Beaucoup de vos amis, le carnet d'adresse d'un alpiniste, ça ressemble beaucoup à un cimetière quand même. Ça ressemble malheureusement à un cimetière et on peut compter sur les doigts d'une main ceux qui restent aujourd'hui. Et bon. Mais donc, alors je reviens à la verticale. Pourquoi est-ce qu'on va là-haut? Alors Samy Vell, il a une théorie que je crois très juste, et c'est celle que reprend Sylvain Tesson, c'est que dans la profondeur de l'esprit humain, tout ce qui est élévation est connoté positivement, tout ce qui va vers le bas est connoté négativement. Par exemple, on va dire de quelqu'un, il est tombé bien bas. Oui. Par contre, on dira il faut prendre de la hauteur. Donc c'est connoté positivement. Et Samy Vell pense, et je crois qu'il a raison, que depuis que l'homme arrive, presque dès l'accouchement, tout ce qu'il veut, c'est arriver à se mettre debout et arriver à grandir. Et escalader une montagne, c'est un peu grandir. C'est devenir grand. Prenez un gamin de 5 ans. C'est ce que j'allais dire. Ce que lui dit, c'est dans la nature de l'homme, vous dites c'est dans la nature de l'enfant. De l'enfant. Prenez un gamin de 5 ans, mettez-le au pied d'un gros tas de cailloux ou d'un gros tas de sable. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il escalade, il monte dessus. Il va devenir grand comme papa. Donc finalement, les alpinistes, ce sont des grands enfants. Voilà, ça c'est Vous dites quelque chose de très joli. Dans la toute première page écrite de ce dictionnaire qui s'appelle Marche d'approche, vous dites « Il est vrai que l'on n'escalade jamais que sa montagne intérieure ». Oui. Alors ça, j'en suis convaincu. C'est un alpiniste qui a eu cette formule que je trouve très belle. Il en a fait un livre qui s'appelle d'ailleurs « La montagne intérieure ». C'est Lionel Daudet. En fait, l'escalade... Enfin, on n'escalade pas une montagne pour y planter un drapeau. C'est pas vrai, ça n'existe plus. Ça c'est fini, c'était autrefois. C'est ce genre de conquête. La conquête, voilà. Bon, ça a existé pendant 2 siècles. Enfin, on a mis 2 siècles, en gros, entre la conquête du Mont Blanc et le dernier 8000 mètres. L'homme a mis 2 siècles à conquérir tous les sommets de la planète. Donc ça, c'est fini. Maintenant, je pense qu'on escalade avant tout pour se chercher soi-même. Et s'y trouver dans toute la mesure du possible. D'ailleurs, je vais faire une petite pause technique là, dans ce dictionnaire amoureux. Moi, je suis tombée, c'est le cas de dire, tombée bien bas, tombée des nues en découvrant que le Mont Blanc n'était pas le plus haut sommet de l'Europe. Eh oui. Alors là, j'en suis restée quoi? C'est horriblement décevant. Mais complètement. D'abord, il fait 1 mètre de plus que ce que je croyais. Il n'est pas à 4807 mètres. Il grandit régulièrement. 4808 maintenant. Il grandit régulièrement à cause de la neige accumulée en glace. Non, c'est l'Elbrouz.
5000 et des brouettes, c'est ça? C'est l'Elbrus, ben oui. Mais D'ailleurs, alors... du coup, j'ai très envie d'y aller. Bah oui, non, mais un mythe Parce que s'effondre. j'ai fait 2 fois le Mont Blanc, même 3, mais donc j'ai pas fait le plus haut sommet d'Europe. Un mythe s'effondre. Voilà. Alors, le monde de la montagne, c'est aussi le monde du risque. Oui. On le disait tout à l'heure, beaucoup de morts parmi vos amis, et pas forcément les moins bien préparés, hein, c'est le monde de l'accident. C'est forcément des notions auxquelles vous avez énormément réfléchi. Un footballeur ne prend pas le même risque sur le terrain, il prend le risque d'être payé un peu moins s'il ne remporte pas le match, mais bon, ou éventuellement de se blesser. Le risque maximum étant peut-être de redescendre dans la ligue du dessous, ou de se faire exclure avec un carton rouge. Le risque de l'alpiniste, waouh! Bon, C'est quand même autre chose. Hein. Effectivement, on ne peut pas faire l'impasse sur ce risque. Maintenant, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que, contrairement à ce que certains pensent, on ne va pas là-haut pour mourir. Parce qu'il y a quand même une certaine tendance, d'une certaine pensée psychanalytique qui dénonce les tentatives, enfin les tendances suicidaires des alpinistes. On irait là-haut pour mourir. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. On y va là-haut pas pour mourir, ne serait-ce que parce qu'on veut refaire de l'alpinisme après. Hein, puis il y a 50 000 façons de se suicider qui sont quand même beaucoup plus faciles et plus confortables que d'aller grimper l'Everest. Donc on ne va pas là-haut pour mourir, mais on ne peut pas négliger le risque vital. Ce que je dis aussi, c'est que ce n'est pas la montagne qui tue. Je déteste ces expressions qu'on entend souvent, la montagne qui tue, la montagne homicide et traîtresse. Non, ce n'est pas la montagne qui tue, c'est l'homme qui meurt parfois par accident. Et l'accident, ben oui, le risque zéro n'existe pas. Et ce sont souvent les meilleurs. Alors, ce qui arrive parfois, c'est qu'il y a une faute d'inattention. Au départ d'un accident, il y a souvent une part d'inattention. Une part d'inattention, un petit moment de relâchement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Comme vous parliez des footballeurs qui ont leur match de référence, moi, j'ai eu mon accident de référence. Votre chute. Ma chute de référence. Au départ, il y avait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Je suis parti chercher de l'eau dans une pente de glace. J'avais mon piolet, je n'avais pas mis les crampons. Si j'avais mis les crampons, je ne serais pas tombé. Erreur presque de débutant, non? Erreur de débutant. Ouais. Voilà. C'est Tabarly qui est sans gilet de sauvetage sur son bateau. Voilà. Alors on ne peut pas... On ne peut pas se prémunir complètement du risque. Ce que je veux dire, c'est que c'est un risque qui est assumé et réduit au minimum. Moi, j'ai assisté à la préparation d'un... De Lafaille. Très grand, Jean-Christophe Lafaille, qui était un de mes amis, je peux dire. Un très, très grand himalayiste français. C'était un garçon qui ne laissait absolument rien au hasard. Il est quand même resté... Vous dites qu'il a été avalé par la montagne. On ne sait pas ce qui s'est passé. On pense qu'il est tombé dans une crevasse, parce qu'à l'endroit où il était, au-delà de son dernier camp, il y a un grand plat, et il semble qu'il y ait des crevasses. Donc il a dû tomber dans une crevasse. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Rien. Il y a Jean-Marc Boivin aussi, qui a disparu comme ça, beaucoup trop tôt. C'est ça qui est terrible, parce que moi, que vous dites tout à l'heure, je compte encore les vivants, les grands alpinistes vivants. Qu'y a-t-il? Pierre Mazot. Votre ami? Mon ami, mon grand frère. C'est mon grand frère. À qui est dédié ce dictionnaire amoureux de la montagne, Frédéric Thierry. Oui, parce que Pierre Mazot, je vous dirai pourquoi. C'est ma référence, c'est un peu mon exemple. Dites-le. Parce que c'est un homme complet. Oui. Voilà, ça n'est pas qu'un alpiniste. C'est l'honnête homme du XVIIIe siècle. Et moi, j'aimerais être comme lui. C'est-à-dire, lui, il sait tout faire. C'est un grand juriste, un homme politique courageux, qui a fait des grandes choses, président de la commission des lois, etc. Et un très grand alpiniste, quand même, le premier Français à l'Everest. Donc, moi, j'aimerais être comme lui. C'est ma référence. Voilà. Mais lui est vivant. Reinhold Messner est vivant par... c'est également un miracle, parce que c'est quand même un type qui a fait des choses, mais inhumaines. C'est un extraterrestre, Reinhold Messner. C'est lui qui a inventé l'himalayisme moderne, c'est-à-dire on ne fait plus de camps intermédiaires, on ne fait plus de cordes fixes, on part du bas de la montagne, du bas d'un 8000, sac au dos, et on va jusqu'au sommet. Et on trace. On va jusqu'au sommet. On sent toute l'admiration que vous lui portez dans votre dictionnaire amoureux. Il a révolutionné l'alpinisme moderne.
Et il y a encore vivant un de mes potes, un de mes amis, Marc Battard, que j'aime beaucoup, avec qui on a fait l'expédition avec les jeunes. Le fameux sprinter de l'Everest. Le sprinter de l'Everest, et qui lui a un projet que je soutiens et auquel je vais participer à mon niveau, parce que je n'ai pas son niveau, il va avoir 70 ans en 2022, Marc Battard. Donc c'est un survivant génial. Eh bien, il veut faire, le jour de ses 70 ans, l'Everest sans oxygène. D'accord, bah oui. Et il se prépare. Bien sûr. Et il va y arriver. Et je vais l'aider. Enfin, on va essayer de trouver des financements, on va l'aider. Et puis moi, je l'accompagnerai quand je pourrai au camp de base, voire même un petit peu plus si je peux. J'aimerais bien. Nous avons une séquence objet, Frédéric Thiriet, dans cette émission. J'aime bien découvrir, moi, l'objet en direct, sans le découvrir avant dans la loge. Donc je ne sais pas avec quel objet Frédéric est venu dans cette émission. Mais je me doute que ça a plus ou moins un trait à la montagne, quand même. Séquence objet. Alors, pas tout à fait à la montagne, encore que. Dites-moi. C'est un souvenir de l'Antarctique. Ah, de l'Antarctique, pardon. Parce que l'Antarctique, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est un écusson. Alors, c'est l'écusson. United States of America Antarctic Program. C'est l'écusson des Américains qui sont dans la station de recherche américaine de Palmer, dans la péninsule antarctique. Mais il faut que je vous dise pourquoi. Ah oui, il faut me dire pourquoi. Parce que moi, j'étais en pleine montagne, d'un seul coup, on va vers les océans. Parce que j'ai eu une chance extraordinaire, encore une fois, là, voilà, c'est les hasards de la vie formidables, c'est que j'ai participé, il y a bien longtemps, à une expédition franco-allemande dans l'Antarctique. Pourquoi une expédition franco-allemande dans l'Antarctique? Parce que l'Antarctique est régie par un traité, absolument, qui est un modèle du genre. Vous savez que plein de pays ont des revendications territoriales sur l'Antarctique, dont la France d'ailleurs, puisque nous on a la terre Adélie, donc on revendique un bout de machin. Donc vous y étiez comme juriste, avocat, Alors j'y étais à l'époque comme haut fonctionnaire du ministère de l'Outre-mer, et nous allions, en application du traité de l'Antarctique, inspecter toutes les stations de recherche de tous les pays qui sont installés en Antarctique pour s'assurer du respect du traité, notamment sous deux angles. Un, qu'il n'y ait pas d'armes, surtout pas d'armement, pas de militaires, et deux, protection de l'environnement, qu'il n'y ait pas de déchets, etc. Et donc, j'ai eu cette chance formidable pendant un mois, avec des collègues allemands, d'aller inspecter toutes les stations de recherche de l'Antarctique. Et j'ai ramené un de ces souvenirs, qui est l'écusson de la station de Palmer, qui est une station américaine. Je dois vous dire que, à part la très haute montagne, l'Antarctique, je pense, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Un très grand horizon, alors. On a une impression... Alors, c'est pas du tout comme l'Arctique, que je connais moins, qui est très plat, parce que l'Antarctique, à la différence de l'Arctique, c'est un continent, avec du relief. Ouais. Et il y a des montagnes en Antarctique qui sont incroyables, d'ailleurs. Il y a des montagnes même très difficiles à escalader. Je ne les ai pas tentées, c'est pas mon niveau. Mais c'est un continent, et ce qui est merveilleux là-bas, c'est que vous avez l'impression d'une pureté absolue entre le bleu de l'océan, le blanc de la glace, le noir des rochers. Vous vous dites que vous mettez le pied là où jamais personne n'a... Au paradis? Ça pourrait ressembler à ça, votre paradis? Oui, ça peut ressembler au paradis en termes de pureté. Ouais. La blancheur et la pureté. Oui, ça a quelque chose du paradis, comme la très très haute montagne. Alors, on parle de très haute montagne, on parle du très haut aussi, vous le dites. Hein. Vous avez fait une entrée dans votre dictionnaire qui s'appelle montagne sacrée. Ah, oui. Il y a beaucoup de montagnes sacrées. Et puis, il y a une autre entrée qui s'appelle ascension. Et puis alors moi, vous voyez, en bonne catho, me suis dit, ah tiens, il parle de l'ascension. Mais non, évidemment, Emmanuel, c'est l'ascension de la montagne. Mais mine de rien, ça m'a fait rire. Parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la spiritualité dans ce domaine-là. Il y a du sacré, on est d'accord. La montagne a toujours participé du sacré. C'est-à-dire que, et d'ailleurs dans toutes les civilisations, pas seulement la nôtre, pas seulement la civilisation chrétienne, mais dans toutes les civilisations, les montagnes ont été je dirais, le repère des dieux. Mais alors vous avez été élevé à la sauce catho. Ah oui, moi complètement. Je suis d'une famille du Nord, catho, traditionnelle. Par contre, je vous ai fait un aveu. Malheureusement, je n'ai pas trouvé Dieu en haut de la montagne. D'accord. Voilà. C'est peut-être parce qu'il est à l'intérieur de vous. Alors peut-être qu'il est à l'intérieur de moi. Il faut chercher au bon endroit. Mais c'est vrai que pendant des siècles, les hommes étaient persuadés que dans les montagnes, il y avait Dieu. Alors, il y avait Dieu qui pouvait être un Dieu gentil ou un Dieu méchant. Hein. Si bien que pendant des années et des années, les montagnes faisaient très peur aux gens.
personne n'y allait. Ben, on la subissait, la montagne. On est passé d'une montagne Exactement. subie, puis à un moment, on est passé à une montagne choisie. Ah ben alors c'est un peu ce que j'essaie de raconter, justement. Comment est-ce qu'on est passé des monts affreux, des monts horribles, où n'allaient que ceux qui étaient obligés d'aller, c'est-à-dire en fait les militaires, quand il fallait traverser les montagnes, c'était pas marrant, hein. Les cristalliers, les gens qui cherchaient les cristaux pour se faire un peu d'argent, et les chasseurs de chamois. Donc il n'y avait que eux qui allaient en montagne. Tous les peuples, même des régions montagnardes, se gardaient bien de monter. La montagne, c'était comme la mer, on n'y allait pas. Horrible. On n'y allait pas. À part pour pêcher, par besoin, on n'y allait pas. Et un beau jour, il s'est passé, en tout cas en Europe, une espèce de révolution culturelle par rapport à la montagne. Et je pense que c'est Jean-Jacques Rousseau qui a été à l'origine de tout ça, parce qu'il a écrit un petit livre qu'il faut absolument relire aujourd'hui, qui est La Nouvelle Héloïse, parce qu'il y a un sous-titre qui est merveilleux. C'est La Nouvelle Héloïse ou Lettres de deux amants habitant au pied d'une petite ville des Alpes. Et je pense que c'est ce roman dans lequel il développe l'idée que l'ascension, quand on s'élève en altitude, on devient meilleur. L'être humain devient meilleur parce qu'il quitte les passions terrestres, le tumulte des villes, et la montagne élève l'esprit, au fond. Et à partir de là, donc on est au 18e, la montagne a changé d'image et les gens ont commencé à se dire on va aller en montagne. Alors ils y allaient pour plein de motifs, soit pour élever leur esprit, méditer, écrire de la musique, écrire des poèmes, soit pour des raisons de santé. C'était l'époque où on allait faire des séjours en montagne pour aller mieux. Et puis après, il y a eu l'idée de la conquête, évidemment. La conquête. Pour revenir à Dieu, à l'idée de Dieu, vous êtes toujours croyant, vous, aujourd'hui, Frédéric ? Oui. Clairement. Oui, mais j'ai compris que ce n'est pas en haut de l'Everest qu'on va le trouver. Mais est-ce que vous trouvez Je pense qu'on le trouve quelque part en soi. Mais forcément, quand on est dans des lieux aussi magnifiques, à un moment, vous citez Dino Buzzati, l'écrivain du désert des Tartares, dont je découvre avec vous que c'est un alpiniste chevronné. Extraordinaire. Et qui, à un moment, alors la phrase n'est peut-être pas totalement exacte, mais vous la remettrez dans l'ordre, qui dit qu'il ne croyait pas en Dieu, hein. Mais à un moment, il lui dit, ce serait quand même bien que tu existes, parce que là, j'ai besoin de toi. Et finalement, on comprend dans la phrase qu'il n'est pas sûr qu'il n'y croit pas, finalement. Hein. Oui, non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. On a envie de remercier quelqu'un devant tant de beauté. Devant tant de beauté, et puis aussi quand la montagne vous laisse passer et vous laisse indemne, que vous avez pris des risques, que vous avez eu peur, vous avez envie de remercier. Dieu qui n'existe pas, je t'implore. Voilà, c'était ça la phrase. Alors, Dino Buzzati est non seulement un très grand écrivain, mais un bon alpiniste. Et ce livre, qui s'appelle Montagne de verre, est un véritable trésor. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, parce qu'il lui ressemble un peu, c'est Erri De Luca, l'italien, qui écrit des pages mais merveilleuses sur les Dolomites. Donc, on a quand même de très très beaux écrivains de montagne. C'est drôle que vous parliez de Erri De Luca, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de tous les gens que vous citez dans le dictionnaire et de toutes les montagnes, mais c'est quelqu'un qui a eu un engagement politique, on va dire, extrêmement engagé, pour le moins très engagé. Et à un moment, je me suis demandé si la montagne était politique, parce que vous avez une entrée nationalisme, et je me suis dit, mais est-ce que c'était aussi un espace politique, la montagne ? Elle l'a été... Non, je vais nuancer. D'abord, elle l'a été en termes de conquête, c'est-à-dire que jusqu'à la conquête du dernier 8000, c'est-à-dire qui était le Shishapangma en 1964 par les Chinois, il y avait évidemment un aspect compétition entre les nations. C'est-à-dire que c'était des grandes expéditions nationales. Il y en a qui en sont morts. Oui, on va bien essayer sûr. d'arriver une demi-heure avant la même cordée d'une autre nationalité, et puis qui ont fait des bêtises et qui en sont morts. Mais bien sûr, donc il y a plein d'histoires. La conquête de l'Eiger sous Hitler par la façon de la guerre par les Allemands, ça a été quand même très très exploité politiquement par les nazis. Mais même jusqu'au XXe siècle, 1964, les Chinois considèrent que le Shishapangma, c'est leur sommet, de même que les Français considéraient que l'Annapurna était leur sommet. Les Italiens considéraient que le K2 était leur sommet. Donc il y avait un aspect compétition entre les nations. Aujourd'hui, ça n'est absolument plus le cas. D'ailleurs, il n'y a plus d'expédition nationale. Aujourd'hui, toutes les expéditions doivent trouver des fonds privés. Les États ne s'engagent plus. Il n'y a plus de compétition entre les nations. Donc la montagne n'est plus tellement politique. On va passer à une séquence de l'émission qui s'appelle le questionnaire inattendu.
Si vous deviez choisir une personnalité pour mettre sur un billet de banque ou une pièce de monnaie, vous choisiriez qui? Voilà, intense réflexion de Frédéric Thiriet. C'est une question lourde tout de même. Mais lourde de sens, oui. Ouais. On a eu des Delacroix à une époque, on a eu des Napoléon. Pascal. Napoléon? Ah tiens donc. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il a construit l'État français. Ah oui, alors là, c'est plutôt l'avocat là, qui nous répond. Oui, l'avocat, un peu homme politique aussi. D'accord. Napoléon. Quelle est l'odeur de votre enfance? L'odeur? De votre enfance? Ah, les eucalyptus de Porquerolles. Vous n'avez pas grandi à Porquerolles? Non, mais mes parents, qui étaient des gens qui avaient le souci du bien-être de leurs enfants et de leurs vacances, nous emmenaient l'hiver à la montagne. Ouais. C'est là où j'ai découvert le ski à 4 ans. J'ai commencé à 4 ans. Donc l'hiver à Val d'Isère et l'été à Porquerolles. Et d'ailleurs, j'ai dû suivre bien cette habitude, puisque je continue finalement le même schéma et que je vais très très souvent à Porquerolles, de préférence à Porquerolles, qui est une île absolument paradisiaque. Et l'odeur de mon enfance, c'est ça, oui, c'est l'odeur d'eucalyptus que l'on sent quand on arrive dans ces îles merveilleuses qui sont les îles d'or. Ce serait quoi l'odeur de la montagne, Frédéric? Il n'y a pas d'odeur de la montagne. Il n'y a pas d'odeur de la montagne. Il y a le silence. Il n'y a pas d'odeur. Si vous deviez nous faire un conseil de lecture, qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme livre? Oh ben, Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, mais je suis sûr que vous l'avez lu. Bah oui, moi oui. Alors pour les auditeurs, d'accord. Non, il faut absolument... Bon, tous les livres de Tesson sont formidables. Celui-là, c'est vraiment le top du top. Sylvain Tesson raconte ses 6 mois passés au bord du lac Baïkal dans une cabane. Et je crois que tout homme qui est un peu intéressé par la recherche sur soi-même, comme c'est mon cas, et le cas de beaucoup de gens, doit lire ce livre. Alors lui, c'était le recours aux forêts. Vous, c'est le recours à la montagne. Hein. Oui, mais enfin, la forêt, la montagne, la mer, vous savez, offrent beaucoup de points communs. D'ailleurs, j'ai tenu, dans mon dictionnaire amoureux, à faire un chapitre mer et montagne, où je montre, ce que je crois fondamentalement, que les marins et les montagnards sont les mêmes. Kersozon, Reinhold Messner, même combat. Il y a la même recherche chez le marin hauturier qui fait de la course en haute mer que chez l'alpiniste qui va tenter un 8000. C'est la même... C'est une quête d'absolu ? Une quête d'absolu, de confrontation avec soi, avec les éléments. Oui. Retrouver sa place, c'est-à-dire, en fait, on n'est pas grand-chose. On est une petite chose dans une immensité toute puissante. Et ça, on a ce sentiment. Moi, j'aime beaucoup la mer aussi, je fais du bateau. On a ce sentiment-là en haute mer, on l'a en haute montagne. Se retrouver à sa place, c'est-à-dire pas grand-chose. Allez, dernière question de ce questionnaire inattendu. Si vous pouviez croiser le petit Frédéric Thiriet, là, il a 7 ans, petit gamin, vous lui diriez quoi? Vous auriez quel genre de conversation tous les deux? Alors là... Vous auriez envie de lui poser des questions? Vous auriez envie de lui donner un conseil? Vous auriez envie de lui dire quoi? Non, parce que j'ai 4 enfants. Ouais. Et en dehors de leur donner ce que je crois être l'éducation de base, sur le plan moral d'abord, et après, avec quelques obligations qui sont, 1, non seulement tu travailles à l'école, bien, mais surtout tu fais 2 choses. 1, du sport, 2, de la musique, ça c'est obligatoire. Obligatoire. Je me garde totalement de les influencer sur leur parcours professionnel. D'ailleurs, visiblement, ils sont partis pour faire des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce que j'ai fait moi. Puis j'en ai un qui va être médecin et l'autre qui va être un mathématicien dont l'idole totale est Cédric Villani. Je pourrais lui présenter si vous voulez. On le connaît bien à VIP. Ah mais Cédric Villani, c'est l'idole totale de mon dernier fils qui a 16 ans. Oui, c'est la mienne aussi, alors que moi, j'ai toujours rien compris aux mathématiques. Mais l'homme est assez exceptionnel. Et moi, je voulais être médecin au départ, quand j'étais petit, médecin comme mon père, bien sûr. Et puis, comme j'étais nul en maths, je me suis dit, oublie. Et là, je me suis dit, je vais faire Sciences Po, l'ENA. N'empêche que vous n'avez pas répondu à ma question, Frédéric. Si vous croisiez le petit Frédéric qui a 7 ans, vous lui dites quoi?
Si vous deviez lui donner un conseil, allez. Ose. Oh, bah, il a osé. Ouais. C'est votre devise? Ouais. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué dans la montagne. On a parlé de choses très sérieuses, on a parlé de transcendance, on a parlé de risque, mais on n'a pas parlé d'humour. Oui. Et alors, il y a 2 pages qui m'ont plié en 2, moi, et j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Alors, il y a des définitions. Par exemple, vous savez ce que c'est qu'un chef de cordée? Vous vous en souvenez de ce que vous avez écrit ou pas? Parce qu'il y a quand même pratiquement 1000 pages. Mais ça, c'est repris... C'est repris, hein, oui. Ouais, D'un grand dictionnaire d'alpinisme illustré de Dominique Potard. Chef de cordée, Dominique Potard. fanfaron qui fait le brave. Cordée, action de suivre un individu suspect. Crevasse, endroit isolé, propice à la méditation. Quand on sait combien de bonhommes les crevasses elles ont avalé, on se dit, ouh, il faut quand même beaucoup de recul pour... Himalayistes, espèces de chenilles qui vivent par centaines dans un abri de soie commun et qui partent à la file indienne à la recherche de leur nourriture. Très drôle. Montagne, petite élévation sur laquelle on a planté une croix. Au figuré, longue souffrance morale. Peur. Mais l'humour, l'humour en montagne joue un rôle essentiel. Parce que l'humour, c'est le meilleur remède contre la peur, en fait. Alors, peur, il n'existe pas d'équivalent à ce mot en alpinisme. Voilà. Bon, l'humour, c'est le remède contre la peur. Donc, il faut se dire des choses drôles. Moi, je me souviens de mon guide de l'UCPA, quand on était dans des passages difficiles d'escalade, quand on était en école d'escalade, où on se disait, il n'y a plus de prise, il n'y a pas de prise, enfin, c'est affreux, on commence à trembler, etc. On dit, ouais, je vais où, là? Je ne peux pas grimper. Et il nous chantait un truc en disant un pied dans le vide, l'autre dans le néant. Je réfléchissais, la main droite cherchant les prises que la main gauche ne trouvait pas, etc. etc. Et voilà, bon, il faut, pour surmonter la peur, il n'y a rien de tel que l'humour. Et c'est vrai qu'il y a quelques livres très savoureux. Alors, notamment, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Guide pour se perdre en montagne, dont je parle pas mal aussi dans ce chapitre sur l'humour. Non, on a besoin de rire pour décompresser et éviter la peur. Et puis on a besoin des fois de se perdre pour mieux se retrouver aussi. Alors se perdre, c'est fondamental. Apprendre à se perdre. On ne sait plus se perdre aujourd'hui. Et il faut se perdre. Moi, il m'arrive souvent de me perdre en montagne. Moi, j'en raconte quelques épisodes, mais il y a un délice dans le fait de se perdre. À condition de se retrouver. Voilà, c'est ça. Mais on se retrouve toujours. On se retrouve toujours. Et on rencontre des fois des gens improbables en se perdant. On prend des chemins qu'on n'aurait jamais osé, pour reprendre un mot, osé prendre. Se perdre fait partie des choses qu'on ne sait plus faire aujourd'hui et qu'il faut absolument savoir faire. Et c'est très facile. Il suffit de partir sur une randonnée sans carte, sans boussole, et puis voilà, savoir se perdre. Moi, je fais ça très bien de me perdre en forêt. Hein. Je peux vous assurer que ça m'arrive régulièrement. C'est pas toujours drôle. Mais l'aventure, et bon, on parlait de Tesson, mais bon, c'est un des grands chevals de bataille de Tesson. Il a évidemment raison là-dessus. D'abord, l'aventure, c'est pas réservé aux aventuriers. Non. Ça n'est pas vrai. Tout le monde peut goûter à l'aventure. Et il dit très bien, Tesson, que l'aventure, c'est quoi? C'est une déclaration d'amour au monde extérieur. J'adore cette formule. Mais tout le monde, mais vous, le monsieur dans la rue, tout le monde peut, je ne sais pas que l'aventure est au coin de la rue, mais tout le monde peut prendre un sac d'eau, une bouteille d'eau et partir à l'aventure. Voilà. Et d'ailleurs, son avant-dernier livre sur les chemins noirs, qui raconte un trek en France qu'on pourrait tous faire. Toute la traversée du sud-est au nord-ouest, à la mer, c'est splendide. Oui, et c'est pour le coup quelque chose qu'elle a porté de tous quand il fait un tour du monde en vélo, quand il va sur les traces d'un évadé du goulag, Slavomir Ravitch, si je me souviens bien. Bon, ça, on se dit non, c'est pas ma portée. Par contre, quand on lit ce livre, on se dit bon, ça, je pourrais le faire. Tout le monde peut le faire. Jean-Christophe Ruffin a écrit aussi un très très beau livre sur le chemin de Compostelle. Oui, Immortelle Randonnée. Immortelle Randonnée, mais ça aussi, tout le monde peut le faire. Compostelle, ça vous tente? Ça me tente, je le ferai sûrement, mais mon dernier, ça a été la haute route pyrénéenne. Bon, pas tout, parce que ça part quand même de l'Atlantique à la Méditerranée. Mais 6 jours sur la HRP, qui est véritablement une merveille des Pyrénées. Il faut absolument faire ça. C'est très différent des Alpes. C'est très différent de la Corse. J'aime aussi beaucoup la traversée de la Corse, que j'ai faite aussi par le GR20. Oui, mais il n'y a pas le côté spirituel de Compostelle. Il n'y a pas le côté spirituel de Compostelle, mais encore une fois, comme vous disiez tout à l'heure, la spiritualité, on l'a en soi, de toute façon. Donc,
peu importe le chemin qu'on prend. La spiritualité par les pieds, on dit, les pour les pèlerinages. Ceci est le livre d'or de l'émission, Frédéric Thiriet. Je vous laisse cette page blanche et ce crayon bleu que vous avez choisi vous-même. Ça symbolise quoi, ce bleu? La mer ou le ciel? Le ciel. Ah, tout de suite. Le ciel. Le ciel. Ah pardon, excusez-moi. Bien sûr. Quoique, vous savez que parfois en haute montagne, le ciel est noir. Parfois, même quand il ne fait pas nuit. Hein. D'accord. Alors, on aurait pu avoir du noir, c'est du bleu. Je vous laisse écrire votre petit mot que vous nous lirez après. Et pendant ce temps-là, je rappelle, donc l'actualité de Frédéric Thiriet, elle n'est pas totalement liée au football, elle est liée à la montagne. Dictionnaire amoureux de la montagne, donc dans la fameuse série qui existe depuis maintenant bien longtemps, des dictionnaires amoureux, c'est chez Plomb. Bien évidemment, ça peut vous paraître gros comme ça, allez, je vous le montre sur la tranche, ça peut vous paraître gros comme ça, mais en fait ça se lit très très vite puisque ce sont des entrées de dictionnaires et puis il y a surtout beaucoup de destins, alors de destins fracassés parfois, mais on rentre vraiment dans l'âme en fait, voilà, on rentre dans l'âme de la montagne et dans l'âme de ces montagnards. Et puis j'en profite pour rappeler aussi qu'existe au Cherche Midi, le foot mérite mieux que ça, salaire, violence, racisme, dopage, match truqué, etc., etc., tout y passe et là on a à la fois l'amoureux du foot et l'avocat qui s'exprime pour ces 2 livres. Et pendant ce temps-là, notre montagnard d'une écriture extrêmement appliquée, figurez-vous. Je suis très surpris de la beauté de cette écriture. Nous a écrit quoi, alors, Frédéric? Un merveilleux moment passé en votre compagnie, Emmanuel, pour évoquer mes passions, mes amours, ma vie. À très bientôt. Ah bah oui, à très bientôt, parce que vous nous avez invités à venir vous voir chanter. Vous vous souvenez, hein? Rappelez-nous, Offenbach. Le voyage dans la Lune. D'ici la fin de l'année. Ah bah là, on vous guette au tournant, hein, décidément. Vous êtes un homme complet, moi, je trouve. Ce côté 18e siècle de Pierre Mazot, moi, comment on dit, de l'homme du 18e, c'est l'homme... L'honnête homme. L'honnête homme, merci beaucoup. Du 18e, je trouve que ça vous va bien. Ça, c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Ah bah, je le fais du fond du cœur. J'en rougis, le traître. En tout cas, on viendra vous voir sur scène. Merci infiniment merci pour cette richesse. Merci.